Kikou! Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la dernière vidéo, nous vous avons quitté à notre arrivée au camping Albosque sur les hauteurs de Medellín. Nous avons retrouvé ici Sandra et Fabricio qui sont déjà repartis pour la suite de leur belle aventure. On a passé du bon temps avec eux et nous sommes vraiment contents de les avoir revus ici. Et là, donc on est dans la forêt Albosque qui est vraiment tout proche du camping. Ah, on a l'impression d'être dans une forêt primaire. Vous voyez de la fougère arborescente, des arbres de toutes sortes. Ouais. Un calme olympien. Il y a quelques gouttes qui tombent et on les entend vraiment très très loin. Et tiens, un petit coucou à monsieur et madame Marchik pour... chaque fois que je vois une fougère arborescente, je pense à eux parce qu'ils en ont en Bretagne. Ouais. Et puis toi, tu es aux anges à chaque fois que tu vois des fougères arborescentes parce que tu adores ça. Il y en a plein devant, il y en a partout. Il y en a partout là, donc c'est vraiment agréable de se promener dans la forêt. Ouais, là, franchement, c'est super génial. Et en plus, il n'y a pas un bruit, c'est hyper calme. C'est reposant, c'est tout ce qu'on aime. C'est super reposant, c'est en communion avec la nature. Alors la ville de Medellín ne vous est certainement pas inconnue. En général, ça rime avec parrain de la drogue, Pablo Escobar. Ou Marilyn. Ouais, ça rime, c'est vrai. Marilyn à Medellín. Ça rime sinon aussi avec violence, guérilla, malheureusement tout ça. Meurtre. Et ouais, donc Medellín a connu une période très sombre qui a marqué les esprits. Donc rue étroite, escalier dans tous les sens. On va voir ça, je pense. Ouais. Autrefois, Medellín était considérée comme la ville la plus dangereuse au monde. Tout à fait. Et sincèrement, Medellín, j'avais envie de visiter. Donc, on va y aller, on va voir, parce que tout ce qu'on vous dit dans les films, les vidéos, les machins, les choses comme ça, moi j'y crois pas trop, parce qu'à chaque fois qu'on a visité une ville, c'était totalement différent de ce qu'on nous avait présenté. Donc, je suis pressé d'y aller. C'est toujours bien aussi de voir de ses propres yeux, alors comme ça on pourra se faire notre propre jugement. Donc on va enfourcher la moto et on va vous emmener découvrir Medellín. Marilyn à Medellín. Alors là, nous sommes dans le quartier de la Comuna 13. Et autrefois, c'était le quartier au taux de criminalité le plus élevé de la ville. Oui, tout à fait. Il y avait les trafiquants de drogue et les guerrilleros qui avaient le pouvoir sur ce quartier. Et il y avait énormément de meurtres. Alors on voit bien, hein, la montagne elle est recouverte de béton, d'escaliers, de maisons. Là on est vraiment plongé dedans. Hein. Wow, c'est space. Hein. Il y a une drôle d'ambiance là. L'art et l'urbanisme ont vraisemblablement sauvé ce quartier. L'aménagement de métrocâbles et d'escaliers mécaniques ont permis à ce quartier d'être connecté à la ville. Et aussi, les jeunes ont décidé d'arrêter la violence en la projetant sur les murs sous la forme de graffiti. Aujourd'hui, c'est devenu le quartier le plus touristique de la ville et on peut y admirer de nombreux graffitis un peu partout dans le quartier. Alors ce que j'aime bien dans ces rues, dans ce quartier, c'est qu'il y a des fresques partout. Et ensuite, à chaque coin de rue, vous avez envie de voir tout ce qui se passe de l'autre côté. Comme là, la seule chose que j'ai envie, c'est d'aller voir la fresque là-bas et de voir ce qui se passe là-bas. Toujours différent, toujours. Allez, on y va, on se promène. Là, on a quand même quelques touristes, un peu bruyants, hein, vous me direz. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Regardez. Alors, on n'aurait pas imaginé voir ça quand on a pris l'angle de la rue. Vous voyez, c'est coloré de partout et d'un coup, pof, on est arrivé sur une autre petite rue. Là, regardez à gauche, avec les escaliers colorés qui sont juste au-dessus. Regardez tout droit. Et là, on va voir les escaliers où était Marilyn. Regardez, Marilyn était tout en bas là-bas. Et là,
Regardez le quartier 13 de Medellín. Alors, à savoir qu'avant, c'était un quartier qui était très dangereux, il y avait des meurtres et tout. Et les gens qui habitent ce quartier ont été très intelligents, ils ont décidé de se servir du tourisme pour gagner leur argent. Et bien franchement, c'est hyper malin. Du coup, c'est devenu un quartier très sûr, à part quelques endroits qu'on vous montrera qui sont un peu space quand même. Mais autrement, franchement, bon, on va dire que c'est un quartier touristique. Tout ce qu'on n'aime pas, mais c'est quand même beau. Moi j'aime bien. Des endroits vraiment magnifiques avec des fresques un peu partout. Il y a encore les guirlandes de Noël chez monsieur. Je vais voir faire un tour par là. Et franchement, c'est de la construction, mais tout est bétonné. Je pense que tu enlèves un élément, tout se casse la gueule. Regarde l'escalier en colimaçon là. Bon bah ça y est, on récupère la moto. Et Didier, alors qu'est-ce que tu as pensé de la Comuna 13? Alors la Comuna 13, le matin, quand vous arrivez de bonne heure, ça fout les jetons. Parce qu'il y a des gens qui vous regardent un peu de travers et tout, ils se demandent ce que vous faites là déjà de bonne heure. Ensuite, quand vous faites les petites ruelles, mais microscopiques ruelles avec des grands escaliers qui descendent vraiment à pic ou qui montent énormément, c'est vraiment vachement intéressant. On a toujours envie d'aller voir ce qui se passe après. On a envie d'aller voir toutes les rues. Et enfin moi, j'ai envie d'aller voir toutes les rues, tout regarder, tout voir. Et franchement, ça m'a vraiment bien plu. Par contre, là, cette heure-ci, il est 11h15. C'est une cacophonie de musique de toutes sortes de partout, c'est un boucan épouvantable et ça casse tout le charme, c'est dommage, pour moi. Et c'est pour ça qu'on s'en va, mais j'ai beaucoup apprécié la visite. Et franchement, si vous voulez le faire et que vous voulez voir une authenticité, venez le matin très tôt, et vous allez voir là, il y a quelque chose qui se passe. Lui, il promène sa machine à laver, certainement pour la réparer. Aguacate, aguacate.
ici, là, dans le centre-ville, c'est une débauche de magasins, de commerce ambulant, de commerce fixe, de banques. Il y a de tout, franchement, de tout, de tout, de tout. Vous pouvez trouver n'importe quoi, même ce que vous ne connaissez pas, vous pouvez... tout, de tout. Incroyable. Je suis vraiment sur le... J'ai jamais vu ça. Bon ben on va se manger un petit truc à midi, tranquille. Avec la vue sur Medellín. Et la piste de l'aéroport. Ça pouvait pas être un meilleur restaurant, non? Et ben tu vois, je trouve que j'ai trouvé la place idéale et le resto idéal. Elle est content Didier, il va peut-être revenir plus souvent. Alors dans les centres, dans tout ce qui est centre commercial, vous avez des bars à toutou et des toilettes à toutou. Pour que l'humain puisse se laver les papates. Puis là c'est pour se laver les papates ou pour boire un coup. Bon Minou, qu'est-ce que tu penses de Medellín toi? Hein? T'en fous? Oh, on voit Marilyn derrière le Minou. La Plaza Botero est réputée à Medellín parce qu'elle expose des sculptures de l'artiste Fernando Botero qui est internationalement connu pour la rondeur de ses œuvres. Ouais, et j'adore, franchement j'adore. On pouvait pas mieux tomber, il est rare que j'aime des artistes, mais celui-là je sais pas pourquoi j'aime bien. Pour, je veux dire, la générosité qu'il a dans toutes les formes de ses œuvres. Et sincèrement, je sais pas pourquoi, hein, mais je trouve qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me touche. Donc j'aime beaucoup cet artiste. Et on peut, vous voyez, on peut toucher les œuvres d'un artiste. C'est tellement rare, un artiste super connu. C'est tellement rare et franchement, j'adore. C'est vrai qu'elles sont jolies ces sculptures. Ouais, hein. Et là, c'est la femme aux fruits. Et c'est une belle coïncidence parce que finalement je ne savais pas que Didier aimait cet artiste, Botero. Donc voilà, d'une pierre deux coups, on fait plaisir à Didier. Et quand il a vu les sculptures, il a dit « Ah ouais, j'aime bien cet artiste !» Et voilà, ouais. Didier est content. Et puis moi je suis contente de le découvrir aussi, donc c'est cool. Et on peut les toucher, c'est quand même exceptionnel. Enfin, ouais. J'adore qu'on puisse toucher au moins une œuvre parce que c'est ce que voulait l'artiste en plus. Ouais. Eh bien, on va vous en montrer quelques-unes. Alors, vous voyez, ces deux sculptures, là, ce sont les plus connues. Alors vous voyez donc sur les sculptures de Botero, comme toutes les sculptures en bronze, en vieillissant elles s'oxydent, elles deviennent couleur bronze, c'est pour ça qu'on appelle la couleur bronze. Par contre, quand ça vient d'être coulé ou travaillé, ça a une couleur plutôt cuivre. Si vous touchez régulièrement le bronze, il devient doré. Regardez. Donc vous voyez, il y a des gens qui adorent toucher des endroits un peu spécifiques des sculptures de Botero. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas se promener tout nu sur la place. Et vous voyez, cette dame, elle devait parler beaucoup. Ah là 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 là. Vous avez vu comme tout le monde marche la tête. Alors là, le chien, ils lui ont mis des moustaches, mais pas sur le chat.
Par contre, ils tirent tous les deux la langue. Alors voilà, sur le toit de mon poids lourd, la Starling est juste là. Et vous voyez, on est passé entre les arbres, mais très facile d'utilisation et franchement, je la recommande à tout le monde. Alors nous sommes allés sur la route de Pablo Escobar. Alors j'avais vraiment envie de découvrir un peu son histoire, sa vraie histoire. Nous sommes allés au centre-ville et nous avons vu un musée. Alors le musée, franchement, faut pas y aller, ça sert à rien, parce que bon, vous n'aurez aucune idée de ce qu'était vraiment la vie de Pablo Escobar. À savoir qu'au tout début, c'était les Américains qui venaient chercher la drogue eux-mêmes. Donc lui, il a fait que de leur fournir. Ensuite, en gagnant de plus en plus d'argent, il a lui-même passé son brevet de pilote, acheté des avions, il a commencé à faire ses propres transactions avec les États-Unis. Et donc il a acheté plusieurs avions, etc. Enfin bref. Donc il fournissait 80% de la cocaïne des États-Unis. Ce qu'il y avait aussi, c'est que Pablo Escobar, en gagnant énormément d'argent, il a construit des écoles et des églises. Donc il était quand même assez bien vu. Quand vous voyez comment est construit Medellín, c'est dans une vallée, une petite vallée, et sur tous les coteaux tout autour, vous avez les favelas, ou les bidonvilles, où il y a des rues qui sont en pente vraiment abrupte. Donc quand il passait par là, il voyait la pauvreté, il donnait de l'argent. C'est pour ça qu'il était bien vu. Ouais, il l'appelait le Robin des Bois. Toute cette histoire ne veut plus figurer dans l'histoire de la ville. J'ai l'impression que la ville veut se débarrasser de toute cette histoire de meurtre, etc. On saura aussi que Pablo Escobar a voulu faire de la politique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est mort, un 2 décembre, la veille de son anniversaire. Comme quoi, politique et drogue... Vous voyez ce que je veux dire? Alors actuellement, vous allez me dire, ah bah c'est super, il n'y a plus personne pour faire de la drogue. Seulement, ce sont les étrangers qui sont venus faire toute cette production, etc. Donc la cocaïne est toujours faite par les locaux, mais tout est dirigé par Mexicains, etc. Enfin bref. Ce qui veut dire que bon... Ce ne sont plus des personnes de Colombie qui gagnent de l'argent, mais surtout des personnes étrangères. Il ne faisait vraiment pas bon vivre à Medellín, parce qu'il n'y avait pas que Pablo Escobar qui faisait du trafic de drogue. Automatiquement, comme ça gagnait énormément d'argent, d'autres personnes voulaient lui piquer son affaire, entre parenthèses. Et c'est pour ça qu'il y avait énormément de meurtres. Ils se tuaient entre eux, en fin de compte. Parce qu'un voulait prendre telle fabrication, telle vente, etc. Et c'était des guerres de clans. Voilà. Maintenant, vous en savez un peu plus sur Pablo Escobar. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un véritable musée ou quelqu'un qui vous racontera la véritable vie de Pablo Escobar. Parce qu'on sent très bien que la ville ne veut plus entendre parler de cela. C'est compréhensible parce que bon... il y avait quand même, une mauvaise image de la ville. Par contre, tout ce qui est FARC et autres, ça engendre quand même une mauvaise image du pays. Enfin, voilà. Si vous voulez plus de renseignements, renseignez-vous par vous-même, parce que c'est pas par l'intermédiaire des télés, de moi ou d'autres personnes, que vous pouvez connaître tout cela. C'est par votre recherche, et vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses sur Pablo Escobar. Medellín a énormément évolué au fil des années et les Colombiens sont vraiment fiers de cette ville moderne qui possède même le métro. Et la ville de Medellín est passée du statut de la ville la plus dangereuse au monde à celle de la plus innovante. En ce qui nous concerne, on a trouvé la ville de Medellín relativement sûre dans la plupart des quartiers, oui, mais tout en faisant attention, tout en restant prudent quand même. Et... Quoi qu'entre nous, il y a un quartier où on est passé, c'était quand même chaud. Oui, bah après, il y a quand même des quartiers qui sont vraiment craignos. Tu voyais les gars qui étaient en train de... Oui. Mais bon, voilà, là on est juste passé en moto. Mais sinon, globalement, dans la plupart des quartiers principaux, ouais,
En faisant attention, il n'y a pas trop de problème. Ceci dit, moi ce qui m'a choqué aussi, c'est que y a un nombre impressionnant de sans-abri. Il y en a partout, partout, partout. Ça fait mal au cœur. Ouais, je crois que c'est la ville où j'en ai le plus vu. Puis d'un certain côté, malheureusement, les sans-abri, ça crée aussi une certaine insécurité. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester prudent, mais sinon, en faisant attention, il n'y a pas de souci. D'autre part, j'ai ressenti Medellín comme un chaos permanent. Que vous soyez piéton ou en véhicule, tout le monde a tendance à vouloir passer en premier sans se soucier des risques encourus. Ils ne respectent pas nécessairement les règles. C'est ultra bruyant. C'est une véritable fourmilière tellement ils sont nombreux. Alors c'est très dangereux, ils passent tous au feu rouge. Les piétons n'ont pas la priorité. Si vous êtes piéton, courez vite. Mais autrement, moi j'aime bien la vie quand même. Oui, oui. C'est vrai que bon, on a déjà fait pas mal de kilomètres ici, et en ville c'est chaud, même à moto. C'est très chaud, ça rase c'est très dangereux. Ça passe au centimètre près, au milieu des cars, des bus. Vous avez des gens qui vous doublent par la droite, par la gauche, en vous rasant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça qu'il fonctionne ici. Ça surprend quand on est étranger, mais c'est comme ça qu'il fonctionne ici. Donc on respecte. En moto, plus d'une fois, il est témoin de nous retrouver à terre parce qu'un autre usager de la route forçait le passage. Medellín est une ville très dangereuse. Pour y circuler, ils n'ont pas conscience du danger qui pèse sur eux. Finalement, leur politique, c'est... Je fonce. Ouais, je fonce. Ça passe ou ça casse. Mais parfois, ça casse. Oui, ça casse souvent. Oui. Ouais, et on a d'ailleurs assisté plus d'une fois à des accidents, et principalement avec des motards, justement. Oui, alors, on est en train de circuler entre les bus, et tout à coup, il y a une moto qui passe sans regarder, sans rien, et ça a touché. Oui, ça a touché. Ça a légèrement frôlé, sinon bon, on était par terre. Mais donc la seule solution pour être en sécurité, c'est d'arriver au feu rouge, vous êtes devant et gaz. Vous essorez la poignée, vous êtes devant. Bon, par contre, vous faites des radars. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit peu de puissance, entre guillemets, un peu plus que les autres pour pouvoir passer avant eux si vous êtes devant, et il n'y a pas de problème. éviter d'être en contact avec eux. Quoi. Donc gaz, si vous venez là à moto, gaz. Vous essorez la poignée. Gaz. Alors, il faut savoir que dans les rues de Medellín, comme c'est une ville qui est surtout sur une côte, vous avez des rues tout droites, avec des virages aussi, qui sont vraiment extrêmement pentus. On a fait l'expérience. Ne suivez pas toujours votre GPS, parce que ne serait-ce que Fofo a suivi le GPS et s'est retrouvé dans des conditions avec son 4x4 assez compliqué. Très compliqué. Ouais. Il était même obligé de passer les petites, donc la réduction, pour pouvoir monter ces rues. Et il y en a énormément. Et le GPS vous fait passer par les endroits les plus courts. Donc c'est relativement chaud. Mais nous on est passé par une rue comme ça. Avec la moto. Oui, on était en première, à deux, penchés vers l'avant, et ça partait quand même en wheeling. Et c'était chaud patate. Du coup, c'était presque moi qui tenais le guidon plutôt que Didier, tellement on était vraiment très en avant. quoi. Donc faites attention à votre GPS, vérifiez avant qu'il ne vous fasse pas prendre des rues assez trop petites. Ouais. Bon, en tout cas, visiter Medellín, ça a été une belle expérience. Oui. Parce que ça nous a fait découvrir plein de détails de leur vie locale, l'histoire de Pablo Escobar, et puis ça fait partie des incontournables à connaître de la Colombie. C'est pas mal, moi j'ai bien aimé. Nous allons maintenant nous éloigner de Medellín pour voir un site très touristique, mais tout à fait impressionnant. Bon, la météo n'est pas du tout de la partie, mais on va tenter le coup. Hein. Oui, on tente, parce que de toute façon... ça peut se lever n'importe quand. Faut pas oublier qu'on est quand même en montagne. Et la montagne, ça change très rapidement. Alors, ça change très rapidement. Et la flotte. Puis on peut pas trop se fier à la météo. Il n'y a aucune météo qui est fiable. Donc on tente le coup. Puis si ça va pas, on y retournera. Une météo fiable, ça se saurait. Ouais. Mais en tout cas, ici, c'est pas possible. Nous sommes venus voir ici, à Guatapé, la Piedra del Peñol, ou Peñón de Guatapé. C'est un monolithe, donc un gros caillou, qui fait 220 mètres de hauteur. En réalité, il fait 380 mètres de hauteur, mais 220 mètres hors terre. Et l'objectif, ça va être quoi? Non, moi je monte pas. Si, tu vas venir avec moi?
L'objectif, ça va être de monter tout en haut. Combien de marches? 700? Il y a à peu près 700 marches, ouais. Donc on va y aller tranquillou et puis bon, on va atteindre le sommet en espérant qu'il pleuve pas trop parce que ben, ça s'est pas dégagé et la pluie est quand même au rendez-vous, mais tant pis, ben, on est là, on va aller voir ce que ça donne vu du dessus. On commence l'ascension. Tombe pas. Ça monte fort. Les marches sont toutes petites. Didier s'inquiète pour moi. Oui. Il a peur que je tombe. C'est vrai que les marches par endroits sont pas bien larges. Mais... Va la ramener sur la moto, toi, comme ça on... Hein? Bon, prêt pour les 700 marches, Didier? Non. Oh, on en a peut-être déjà fait ça? Non. Allez, 50. C'est l'horreur. Mais non. On va y aller tranquillement. Oui. On est à fond avec toi, Didier. Moi aussi, je suis à fond, moi. Fond avec moi. Ok. Je ne souhaite pas un tremblement de terre. Non. La vue est déjà pas trop mal, hein. Et normalement, vu d'en haut, ça va être encore mieux. Alors c'est assez marrant parce que il y a les escaliers montants et là c'est les descendants. La moto est là-bas et on commence à voir un petit peu le lac et tous les bras du lac qui vont très loin. « 275 marches. » Tranquille, tranquille. Et voilà, on a gravi quasiment toutes les marches parce qu'il en reste encore quelques-unes. Mais ça nous donne une vue imprenable sur tout le secteur. Et donc on voit d'un côté et je vais aussi vous montrer l'autre côté. Tout autour, on peut voir une grande étendue d'eau. C'est un lac artificiel qui a été fait suite à la construction d'un barrage sur le Rio Nare. Et il constitue d'ailleurs la 3e plus grande retenue d'eau de toute la Colombie. Ça y est, cette fois, nous sommes tout en haut. Ça va? 700 marches. Ouais. Oui. À peu près 700 marches, ouais. Alors pour la petite histoire, en 1954, il y a eu 3 amis colombiens qui ont gravi le monolithe. Pour la première fois, ils ont mis 5 jours et ils se sont aidés de bâtons qu'ils ont fixés contre la paroi rocheuse. Et après, en fait, ils ont décidé d'en faire une attraction touristique. Donc ils ont fabriqué les escaliers pour que les gens puissent monter, parce qu'à l'aide de bâtons, on ne l'aurait pas fait. Mais si je me rappelle bien, d'après un commentaire de quelqu'un qu'on a rencontré sur la route, ils ont acheté le terrain avant pour une bouchée de pain. Ah oui, c'est bien possible, oui. Ils ont acheté le terrain pour une bouchée de pain parce que eux, ils étaient, ils avaient dans la tête une idée. Quand ils ont gravi le caillou, ils ont eu une idée, si on faisait une attraction touristique. Et donc ils ont acheté le terrain à la personne qui était voisin, donc ils ont acheté ça et puis une bouchée de pain très parce que l'autre lui a dit bon, ok, autant en profiter, je lui vois un caillou. Alors c'est l'histoire qu'on nous a racontée et il y a plusieurs personnes pour nous le dire. Et en fin de compte maintenant, la descendance est richissime. C'est bien, hein, c'est génial de pouvoir trouver des idées pareilles. Ouais. Le plus compliqué, enfin pas le plus compliqué, le plus risqué, je dirais, ça a été vraiment de monter ici pour la première fois. Quasiment à main nue, oui. Ouais, mais après, tout le reste du projet est sensationnel quand même. Franchement, ils ont une super idée. Moi, je les applaudis avec les 4 mains. Alors, autant pour moi, on a encore monté quelques dernières marches. Et là, on a vraiment une vue à 360 degrés. On voit de chaque côté. Et si on fait demi-tour, qu'est-ce qu'on voit ? Avant de retourner au camping sous la pluie, on va vous présenter une dernière anecdote liée
à ce monolithe. Vous voyez sur le monolithe, il y a inscrit un G et le début un U, comme Guatapé. Parce qu'apparemment, parce qu'il y a deux histoires, hein, apparemment donc le maire et le propriétaire étaient d'accord pour inscrire Guatapé sur le monolithe. Par contre, il est interdit de mettre des écritures sur des choses comme ça. Et deuxièmement, il y a le maire de Guatapé qui voulait s'approprier le terrain et ils ont voulu noter sur ce monolithe Guatapé. Et les habitants ont dit non, il est hors de question que ce soit Guatapé. Ici, nous sommes à El Pagnol. Et pas le Pignol, hein, El Pagnol. Au départ, nous pensions aller jusqu'au nord de la Colombie, aller vraiment jusqu'au-dessus pour voir l'océan. Et finalement, après discussion, on a décidé qu'on n'allait pas monter plus au nord. Là, on est donc à Medellín et on va partir directement vers l'est. Ouais. Le soleil se lève à l'est. T'es attiré par le soleil? Ouais. Non, mais voilà, après, c'est vrai que vers Carthagène et tout ça, il fait vraiment très chaud et on risque de pas pouvoir sortir parce que, parce que le chat aura trop chaud. Ouais. Et donc, au final, on a dit, bon, allez, hop, on va plutôt aller vers l'est. Il y a plein d'autres choses à voir. Vers le nord, on avait pointé quelques petites choses, mais pas tant que ça. Alors, on se dit que autant aller vers l'est. En plus, bon, il faut quand même penser au temps qu'on a pour visiter. Alors on veut prendre un petit peu plus notre temps sur les autres sites. Et puis voilà quoi. Allez, on démarre le camion? À lundi. C'est parti. On la branche, oui, c'est normal. De mon côté, il y a du rab. Ouais. Après, il y a les branches. Ouais. Mais tant pis, je vais les gratter, je suis obligé. Es una casa rolante. Donc là, on est en train de lui expliquer que c'est une maison roulante et pas un camion. T'as raison, monsieur. Ouais. Je sais pas, on va attendre. Non, je crois que c'est bon. C'est bon? Parce qu'ici, les camions, on est obligé de les peser. À partir du moment où vous êtes une casa roulante, vous n'êtes pas obligé de passer par la bascule et de payer une forte somme. Parce qu'ici, vous payez en fonction du poids. Nous sommes arrivés chez Sébastien de Bucois, un Français qui vit ici près de Bucaramanga. Donc nous sommes stationnés chez lui, il nous a gentiment invités, donc c'est super gentil. Et bon, je pense qu'on aura l'occasion de vous le présenter un petit peu plus tard. Et là, on va descendre la moto pour aller visiter les environs. Et comme certains d'entre vous nous ont demandé à voir comment ça se passait, que le système en fonctionnement, eh ben on va vous montrer ça tout de suite. Je vous aime.
On va dévisser ça. Hop. Alors là, j'enlève les vis qui tiennent le support à la cabine. Là, ici, j'en ai deux. Donc, c'est des vis qui rentrent à l'intérieur du châssis. Et en plus, c'est fixé avec deux sangles derrière pour le maintenir au cas où je freine fort. Ça, quand ça veut freiner fort. Enlever. La prise rapide. T'as vu Sébastien? C'est des groupies de l'armée. C'est super rapide. Hop. Le petit papillon. C'est la sangle. La bâche, là, on l'a fait faire avec de la bâche de camion. Et quand il y a les branches qui passent, ça n'abîme pas la moto. C'est vraiment bien. Ah, Arménia, ouais. Ouais. Ouais, les bâches de camion aussi sont... C'est costaud. Ah, vraiment Parce résistants. qu'avant, on en avait une autre, elle était vraiment hyper fine. Et en 2 temps 3 mouvements, elle était HS. Non, et ça résiste au soleil. Ouais. Oui, ça aussi. fait bien aussi. Sans ça Ah, il y en a encore une. Ouais. Tu jettes? Non, je devrais aller. Ouh, lui, il a morflé. Non. Ah, à chaque fois, ça me fait peur. Oui, oui. C'est pour ça que je la détache toujours de ton côté. Ah, tu m'énerves. J'aime bien t'embêter. Hop. C'est pour ça qu'on la met bien en angle pour pouvoir passer avec l'escabeau. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les rétroviseurs. Et voilà, la moto est Ah ouais, non, c'est sortie. cet angle. Si c'est normal, tu peux lâcher. Là c'est normal, il se met en prise. Voilà. Et si tu veux rouler maintenant, tu accélères, tu lâches tout. C'est comme une boîte auto là. Quasiment, sauf que tu es obligé de passer tous tes rapports. Ah. Ouais, t'es même pas obligé de t'emmerder avec le point de patinage. Ben Tu non. peux le conduire facile. Mais oui. Bon bah on veut mariner nos volants. Hein. Eh oui. Ah, moi j'aime bien regarder le paysage. Eh non, ouais, je te jure qu'elle est toujours en train de regarder ce qui se passe dehors. Aujourd'hui, nous allons découvrir le canyon de Chicamocha.
Et pour cela, nous empruntons le téléphérique. Et Didier aime bien les hauteurs, les sensations. Mais là, même lui, il n'est pas à l'aise. Franchement, la sensation que j'ai eue, la seule sensation que j'ai eue comme ça, c'est une fois en hélico, quand on est passé au-dessus d'une montagne et qu'on est au ras et qu'on a vu le bas. Et ben là, c'est pareil. Oh, ça calme. Hein. Oui. Mal aux oreilles, ça. Oui, je le sens aussi au niveau des oreilles. On descend vite, hein. T'as intérêt à décompresser. On survole la rivière, on va arriver à une autre station de téléphérique et ensuite, c'est pas fini, on va monter au-dessus. Pourquoi on peut Par là-haut. Pourquoi on peut monter en bas? Ouais, je précise qu'on va monter au-dessus. Et nous, à la base, on vient de tout là-haut. On a déjà fait un bon bout. Ça y est, on remonte. Et là, on survole des cactus. Il n'y en avait pas de l'autre côté, je crois. Si, quelques-uns. Il y en avait quelques-uns quand même, moi, j'ai pas fait attention, tu vois. Et ben voilà. Par la descente. Ah ouais, peut-être. Ça servait à quoi de descendre pour remonter, franchement? Hein? C'était juste pour passer de l'autre côté. Bon, on va voir une vue différente depuis là-haut. Alors, il y a du vent et les cabines bougent un petit peu. C'est... Moi, j'aime bien, c'est rigolo. Jusqu'à un certain point. Alors, nous sommes arrivés de l'autre côté maintenant, et puis bon, on va profiter de la vue et boire un petit coup. Hein? Ouais, c'est bien parti. Oui. On a eu chaud à la montée. On a... Ah, c'était terrible. Oui, bah, de assis, on s'est mis debout. Et voilà quoi. Alors, ce canyon, il se situe entre Bucaramanga et Bogota. Et c'est le deuxième plus grand canyon au monde. Et il fait 2000 mètres de profondeur et 230 km de longueur. Alors, à savoir que là, on n'est pas à la plus grande hauteur. Non. Et en face, c'est beaucoup plus haut. Et sur le côté là-bas, on voit que c'est encore un peu plus haut qu'en face. Et justement, en face, quand... On vient de là. Ouais. Je suis dans le poteau. Oui, on vient de là. Juste derrière le poteau, je crois. Vous voyez pas que ça brille? Ben non, c'est derrière le poteau. Et là, on descend jusqu'en bas. On voit un tout petit toit rouge. Et on remonte juste là. C'est impressionnant. Mais c'est vraiment magnifique. Oui, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est magnifique. On va faire la même chose en sens inverse. Et on va essayer de voir si on peut vous montrer la sensation qu'on a eue tout à l'heure au moment du départ. Et c'est parti! Wow! Ouais, c'est... Sensation... Mais c'était pire de l'autre côté. Alors Didier, est-ce que ça a fait pareil? Non, c'est pire de l'autre côté. C'était pire de l'autre côté, ouais, parce que de l'autre côté c'est de la roche et donc c'est vraiment très raide. Ça pique, il y a énormément de... Ça pique et puis... Ça a été tellement vite que j'ai pas eu le temps de sortir la caméra au moment du départ et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi impressionnant dès le départ. Ce qui est mieux, c'est que quand on part de l'autre côté, on a une très belle vue. Ici, on a le soleil de face, donc on n'a pas la même impression. Aussi, ouais, ça joue. Bon, en tout cas, c'est très joli. Ah ouais. Bon, on était bloqués. De passer la nuit là dans la cabine. Oui, parce que bon, on n'est encore pas arrivé. On était bloqués au milieu. Il y a tellement de vent, la porte s'ouvre. Voilà. Bon, ben voilà, on est retombé en panne. Il y a beaucoup de vent. On n'est pas arrivé en haut. Je ne peux pas dormir ici, non. Tu m'attends pas pour manger ce soir. Au secours! Au secours! Sérieux, hein? Ça y est, repart. Youhou!
Et on va peut-être pouvoir manger ce soir. Hier, nous sommes allés voir le canyon de Chicamocha vu d'en haut. Et aujourd'hui, on va aller voir par le bas. Donc je pense que ça va réserver des vues, des panoramas tout à fait différents. Et ça va être sympa en plus en moto. On va longer la rivière. On va tout faire en wheeling. Ah là par contre, j'étais pas au courant. Je vais me tenir. Alors voilà la route qu'on a prise pour monter. Par endroits, c'est relativement serré. Donc là, il va falloir redescendre par là. Par moment, il faut laisser les gens monter, donc il faut s'arrêter sur la droite. Et bon, si eux passent, nous aussi, hein. La preuve, on est monté, donc on a juste à descendre. Il faudra faire attention aux branches. Salut les filles! Bon, on est bien, on fait une petite pause. Il fait super chaud ici. Il y a une grande différence de température avec l'endroit où on a posé le camion. On a le canyon tout autour. C'est super sympa à admirer. Et a priori, ici, il y a 46 millions d'années, c'était une immense étendue d'eau. Alors, j'essayais de m'imaginer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer, c'est vraiment pas évident quand même. En tout cas, c'est super joli. Et ça fait du bien de se retrouver à nouveau dans un grand espace. Ça fait penser un petit peu à certains endroits que l'on a fait en Bolivie, au Chili. L'impression d'être seul au monde. Là, il n'y a pas forcément un voisin à quelques mètres. Nous, on aime bien, la tranquillité, on aime bien. Donc, non, ça fait du bien, ça ressource en quelque sorte. Et on a même le téléphérique qui se trouve par ici, juste là. Donc, hier, on est descendu de là-haut, on est descendu en bas. Il y a l'arrêt d'un téléphérique où on ne peut pas descendre, je crois pas. Et ensuite, on est remonté tout là-haut. Bon, je pense qu'en vidéo, vous ne le verrez pas parce que c'est vraiment tout petit au cœur de ce grand espace. Mais voilà, donc ce qui est super sympa, c'est que hier on a fait les deux sommets et aujourd'hui on fait le creux du canyon et on va longer, je pense, une bonne partie de la rivière pour aller encore un petit peu plus loin. Ah mais ça y est, on arrive en bas. Ouais, je crois bien. Ouais. Bon, ça descendait pas mal. Hein. Bah ouais. C'est le chemin qu'on a pris tout là-haut. D'accord. Bon, on y va. Bon là, faut pas tomber. Hein. Comme dit Marilyn, le sol brille de mille feux. Ouais. Du feldspath. Eh oui, du feldspath, c'est l'or des fous. Du tabac. Du tabac. C'est du tabac, des feuilles de tabac, ouais. Ah ouais? Ouais. Nous sommes arrivés à Rordan, je pense que ça se dit ici. Un village hyper tranquille, hyper paisible, on entend les oiseaux. Les gens sont installés sur la terrasse pour prendre le temps, tranquille. C'est vraiment typique. Et on va aller voir par là. Il y a la rivière qui traverse juste en dessous. Donc la rivière, le Rio Chicamocha, du même nom que le canyon. Là, on a une tyrolienne pour 2 personnes, puisqu'on a le petit siège au milieu. Et regardez comme c'est joli. Les murs sont très beaux. Qu'est-ce qu'il fait Didier? Je vais faire un tour sur Billy, j'ai envie d'y aller. Tu veux faire un tour de tyrolienne? Ah, j'ai envie d'y aller. Allez, vas-y monte, je te regarde. Non. Bon, avec ça, c'est pour passer le petit
Petite rivière, mais ils ont quand même fait une passerelle. Là, on arrive sur un pont qui nous permet d'admirer de chaque côté la rivière Chicamocha. De ce côté-là et de l'autre côté. Bon, il y a un peu d'eau quand même, hein, et il y a du courant. Une autre activité qui se fait beaucoup par ici, c'est le rafting. Et puis, bah voilà, mais nous on va pas en faire, on n'aime pas l'eau, c'est pas nager, et il y aurait trop de courant pour nous. Autre chose aussi, Sébastien nous a expliqué qu'on pouvait rejoindre ce village à pied depuis le village au-dessus. Donc il y a possibilité de faire une randonnée et donc du coup ben, il faut descendre tout ça. Je ne sais pas exactement où ça part, mais c'est une randonnée quand même avec beaucoup de dénivelé, donc on a décidé de ne pas la faire. C'était plus simple de venir à moto en longeant la rivière comme vous l'avez vu, et c'était aussi très joli. Mais donc voilà, sachez qu'il y a aussi une randonnée qui est possible de faire. Donc là on va revenir en sens inverse. Et puis voilà, puis on se retrouve pour la suite des visites. On repart en vadrouille? Ouais. Ouais? Où est-ce qu'on va? Je sais pas. Je sais qu'on fait 200 km aujourd'hui à moto. Peut-être, ouais. Voilà, on s'est dit ce serait sympa d'aller là, faire une petite boucle. Et puis bah, on va voir ce que ça donne. On n'est même pas sûr de pouvoir passer à certains endroits, ouais. Vous verrez bien. Donc bah, voilà, on va partir en vadrouille. Donc on va voir ça, et puis bah, bien sûr, on vous emmène avec nous. Et on va voir Malo. Oui, encore, ouais. Mais on va voir des belles choses. Hein. Oui, bah, c'est le but. Mais déjà ce matin, je vois la chose la plus magnifique de toute ma vie. Oh, c'est mignon. Allez, sur ce, c'est parti. C'est tout neuf, hein. C'est magnifique. Tu trouves pas que là, sur ce secteur, ça fait un peu volcanique? Si. Alors, sur le casque, Marilyn, on en change? Bah, il rebondit, c'est tout. Un peu moins quand même. Alors, dans son casque, j'entends toc, 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 toc. Salut. Oh, c'est bon, hein. Prends ton temps. Cours, tu veux te faire pipi? Ah ouais, on voit le... Si tu veux, je suis même pas obligée de descendre. Ouais, on voit le fleuve en bas. Ouais, c'est excellent. Ouais, c'est profond là, je veux dire, ça descend pas mal, hein. C'est de la falaise en plus. Hein. Ouais. Ah oui, quand Marilyn descend pour prendre des photos, elle enlève pas le casque. Hein. Alors, ce sont des camions qui viennent de la rivière en bas. Ils vont chercher des cailloux, etc. C'est glissant la poudre là. Ouais, très. Heureusement qu'il y a quelques cailloux en dessous parce qu'autrement on n'irait pas droit. Oh, on descend en bas là-bas. Ouais. Alors
Alors le chemin là-bas au fond, derrière de l'autre côté, c'est peut-être celui qu'on va prendre quand on aura traversé la rivière. Alors au-dessus, vous voyez, là où il y a la poussière, c'est là où vont tous les camions chercher du calcaire, etc. Par contre, là, on descend une route qui est beaucoup moins entretenue, beaucoup plus étroite et beaucoup plus dangereuse. Pour la moto, ça va. Ah, mais là, il marche pas la barre. On s'en sert nous-mêmes peut-être? Bah oui, j'ai bien le permis avion, on peut bien passer le permis barge. Bah, y a juste un moteur à démarrer et puis voilà quoi. Puis faire pout-pout. Faire pout-pout. Donc notre objectif c'était de descendre ici et de traverser la rivière pour ensuite remonter l'autre côté et voir encore de belles choses de l'autre côté. Bon, on a bien trouvé la barge, mais il n'y a personne dessus. Il n'y a personne aux alentours, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour s'en occuper. Après, je pense que du coup, il doit y avoir des horaires pour pouvoir faire la traversée. Il est peut-être encore tôt, parce que là, il n'est pas tard, je crois qu'il est 8-9 heures du matin. Donc on va attendre un peu, Didier est allé voir s'il voit quelqu'un là-haut, et puis bon, on va attendre un peu, on n'est pas à la minute non plus, donc on va voir s'il y a quelqu'un qui arrive. J'espère qu'on pourra traverser, parce que j'aimerais bien aller voir l'autre côté. On va voir. Bon bah voilà, c'était notre incertitude du jour, on n'était pas sûr de pouvoir traverser. Vous l'avez dit. On n'était pas certain de pouvoir faire cette traversée et ça s'avère juste parce que donc on a bien trouvé la barge, comme vous avez pu le voir, mais malheureusement en fait elle est privée en quelque sorte. En fin de compte, hein. elle appartient oui à la carrière qui est tout en haut, c'est-à-dire Ouais. que quand ils font du caillou, ils descendent par là, quand ils vont livrer vers Zapatoga, etc. Ils passent par cette barge. Donc je suis allé voir les personnes qui s'occupent de la barge, je leur ai dit hey, si je paye, je veux bien vous payer. Il m'a dit non, si tu nous payes, on te fait traverser, tu n'y a pas d'autorisation. Toute l'équipe se fait virer. Et en fin de compte, là, il y a plus de 5 personnes qui travaillent en tout temps, enfin qui attendent un camion pour passer. Donc, vous imaginez le travail fatigant. Mais donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment envie de se faire virer, prendre des risques. Oui, bah, c'est compréhensible. Hein. On pas se faire virer pour deux beaux petits touristes. Deux guignols à moto. Donc, le seul choix qui s'offre à nous, donc on va pas pouvoir faire la boucle qu'on avait envisagée. Le seul choix qui s'offre à nous, c'est de faire demi-tour et de refaire tout ce qu'on a fait en descendant. Ouais, bon. C'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, c'est pas un problème. Hein. Oui, c'est non. le voyage. Non, puis les paysages sont jolis, c'est agréable. Bon, la route est caillouteuse, mais c'est pas un souci. On savait qu'on en ferait aujourd'hui, donc c'est pas grave. Bon, après, je suis juste déçue de ne pas pouvoir traverser. Après, oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais j'ai proposé à Didier 50 mètres. de monter là, de prendre un peu d'élan, et vu qu'il y a une espèce de petit tremplin, on pourrait atterrir de l'autre côté, mais il est même pas joueur. Bah, c'est pas ça, c'est qu'ils veulent pas baisser la rampe. Bah, je vais me la prendre en pleine tronche. Mais non, attends, on peut monter, on la porte. Ah, il n'y a pas assez d'élan là, par contre. Ah bon. Bon, voilà, donc on va faire demi-tour. Me tente pas. Encore plus les boules, en plus il y a un camion qui va arriver de l'autre côté, donc ils font fonctionner la barge. Mais comme Didier vous l'a expliqué, on n'a pas le droit de monter dessus nous parce qu'on n'est pas autorisé et puis ils risqueraient leur place, donc ce que je comprends. Donc on va juste l'admirer en train de passer, mais sans nous. Et voilà le camion qui arrive. Il est bien chargé. Et là ça descend fort. Il va embarquer sur la barge et faire sa petite traversée. Ça fait du poids.
Et voilà, le camion est arrivé à destination. Et nous, on passera toujours pas. Allez, c'est parti. On va remonter tout ça. Alors, on vous a montré pour descendre la moto du dessus de la cabine. Alors maintenant, on vous montre comment mettre les gants. On va vous montrer pour la remontée, parce qu'à votre demande, vous nous avez demandé de voir la descente et la montée. Donc bon, je pense qu'on va accélérer un petit peu tout ça, mais comme ça, vous aurez vu comment ça se passe. Et c'est ce qu'on fait maintenant, à chaque fois qu'on arrive quelque part, on se pose, on descend la moto, ça nous permet de faire nos petites courses, nos visites, etc. Et puis ensuite, quand on s'apprête à repartir, eh ben, on la remonte. Allez, on s'attelle à tout ça ? Et voilà, ça y est, on a monté la moto et puis là Didier s'occupe encore de fixer tout ça sur le camion à l'aide de trois boulons. T'appelles ça comment les petits trucs là? Ah oui, c'est des Petits papillons? Des vis papillons qui viennent se fixer à l'intérieur des ossatures, ça bouge plus. Voilà. Après il range la grue, tout est fixé et puis... Mais je vais quand même mettre une sangle de sécurité quand même. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à prendre la route et la descendre pour la prochaine destination. Salut Sébastien. Alors déjà, première chose, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Accueil chaleureux, super sympa, très agréable. Si vous connaissez peut-être Sébastien Dubuquois, t'es français, t'es en Colombie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je me le demande. Qu'est-ce que je fais là? Je suis arrivé en Colombie en 2012. J'ai travaillé une dizaine d'années en France, en région parisienne, dans un institut de recherche. Et j'en ai eu marre des bouchons, des horaires, enfin je comprends. de la vie parisienne. Ouais. J'ai connu ma femme en France, elle est colombienne, elle est venue faire ses études en France, donc je l'ai connue en France. Et on a décidé de venir s'installer en Colombie en 2012. C'est une bonne idée, t'es content, je veux dire, la vie est agréable. Ah bah oui, il fait bon. Ouais. Je vois que tu es en train de construire une maison et tu as fait un excellent travail, c'est pas terminé. Tu m'as dit que normalement dans 3 mois c'était fini? Voilà, dans 3 mois. Ouais, dans 3 mois c'est fini. C'est ce que depuis 2 ans je dis ça à tout le monde, dans 3 mois c'est fini. Voilà. Alors tu t'occupes d'un groupe WhatsApp? Il y a pas que ça. Le groupe WhatsApp, c'est un truc qui découle de quelque chose de beaucoup plus gros qui vient de bien avant. Mon père a acheté dans les années 2000 un camion tout-terrain. C'est quoi comme marque? C'est un Renault B90 4x4. Donc, à ce moment-là, il n'y avait personne qui parlait de voyager en camion tout-terrain. C'était assez... Oui, assez restreint, très peu de personnes le faisaient. Ouais. Donc, on a publié ça sur Internet, ce qu'on faisait. Il y a plusieurs gens qui sont venus se greffer dessus. On a assisté à quelques petits rassemblements et tout. Et après, on a décidé d'ouvrir un forum sur Internet pour que les gens puissent échanger entre eux, les trucs et astuces, leurs problèmes, tout ça. Et ça a pris une grande ampleur. Ah ouais? T'as combien d'abonnés? Sur le forum, je ne sais plus. De gens actifs qui publient souvent, il doit avoir une cinquantaine, peut-être 200 ou 300 personnes actives et entre 2 et 3 000 membres inscrits. Ah oui, quand même, ouais.
Oui, là j'ai fait un mailing récemment pour envoyer un avis sur notre rassemblement. C'est entre 2 et 3 000 mails qui partent. Waouh, le boulot. Ouais. Mais il n'y a pas autant de personnes qui viennent. Ouais. On a notre site, on a notre nom de domaine avec le forum, on est indépendant des réseaux sociaux. On est présent sur les réseaux sociaux parce qu'il faut l'être, mais depuis les années 2000, ça fait 20 ans que ça existe. D'accord. Et donc, c'est indépendant des réseaux sociaux. Tu as juste à taper les petits gros? Ouais. Ah, ok. Sur Google, par exemple. C'est bientôt ce rassemblement, je crois. Oui, c'est au mois de mai. C'est vers le 12 mai. Et tu as déjà des nouvelles? Tu sais combien il y aura de personnes, à peu près ou... Alors, justement, je l'ai fait hier et j'ai compté. Mon père a fait il y a des gens qui ont aidé mon père à faire un formulaire pour s'inscrire. Et il y a 35 équipages qui viennent pour l'instant. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Alors, c'est entre Saulieu et Avallon. À Saint-Germain de Modéon. Saint-Germain-de-Modéon. Voilà. Donc voilà, maintenant vous avez tous les renseignements si vous voulez aller faire un petit tour. Chaque année ça change. Donc on essaye de répartir en France pour que tout ce soit à peu près près de quelqu'un à chaque fois. Que ce soit pas toujours loin pour tout le monde. Donc ça tourne, chaque année c'est dans un lieu différent. Et les gens qui voudraient venir voir, par exemple, ceux qui n'ont pas de camion ou des gens qui veulent pas voyager, ou des gens qui ne voyagent pas ou qui voudraient voyager, comment ils font pour trouver cet endroit? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le forum, il y a un post pour s'inscrire. Il s'appelle comment? Venir. Alors c'est pas un rassemblement commercial, attention, c'est un rassemblement de passionnés. Ouais. Il n'y a rien de commercial. C'est mieux. Les gens peuvent venir voir. Je ne sais pas sous quelles conditions il faudrait revoir les postes. Mais en général, les gens qui vont là, c'est pas des gens qui sont issus à l'origine du milieu tout-terrain. Ouais. C'est des gens qui ont acheté un camion tout-terrain pour voyager. Mais ils savent pas le conduire, ils savent pas quoi faire avec. Donc là, les petits gros, c'est l'occasion pour eux, bien souvent, avant qu'ils fassent l'aménagement du camion, de venir le mettre dans des situations difficiles, connaître son véhicule, discuter avec d'autres gens qui leur montrent comment franchir les obstacles. Ouais. Et donc, ils apprennent là avant de partir en voyage. Je te remercie beaucoup, en tout cas. C'était vraiment très gentil. C'était sympa. J'ai pas l'occasion de voir des Français souvent, donc c'est sympa. Ah ben, nous, ça nous a fait plaisir au moins de te rencontrer, de te connaître ton épouse, qui est charmante et très gentille aussi. Et merci. Merci beaucoup. Con mucho gusto. También. C'est ce qui va conclure cette vidéo. Vous avez découvert avec nous le chaos de Medellín et puis également la sérénité, le grand espace du canyon de Chicamocha. Et donc, comme d'habitude, mettez des gros pouces, abonnez-vous, sans oublier la petite clochette. Partagez également la vidéo, ça peut nous aider à développer la chaîne. Et puis, encore merci Sébastien et également Carolina. Et on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. Sébastien, on leur dit à lundi. À lundi alors. À lundi.